Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, à la capsule divertissement, on va y aller, on va se plonger dans l'univers des livres, toujours en compagnie de Jocelyne Courvien. Bonjour. Bonjour. Donc, l'univers des livres, qu'est-ce qui t'a inspiré ce sujet-là? Ben en fait, c'est quelque chose, un phénomène de société. Je ne sais pas si je suis la seule à remarquer ça, mais on dirait que quand je vois dans un lieu public une personne lire un livre en papier, oh mon Dieu, ça me fait... Je suis tellement contente, je me dis, ah, il n'y a pas juste moi qui lis encore des livres. Parce qu'on entend parler que la lecture est en diminution, la lecture de livres est en diminution, là. On entend parler de ça. Effectivement, et je trouve ça dommage parce que moi, en tout cas, moi, ça m'a accompagné toute ma vie. On dit qu'on n'est jamais seul avec un livre, et c'est le cas. Et il n'est jamais trop tard, hein, parce que je connais des gens ils ont commencé la lecture à 40 ans, à 70 ans. Et il y a toujours un style qui va venir nous chercher, hein, parce que, par exemple, il y a des gens qui sont moins attirés par les romans. Ben, tu as des livres documentaires sur la politique, sur la faune, c'est illimité. Des bandes dessinées. Maintenant, il y a beaucoup de bandes dessinées pour adultes. Ça fait référence à des bandes dessinées avec des sujets plus sérieux. Ça peut être, par exemple, historique, une bande dessinée qui répertorie la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et je fais une petite publicité. Allez dans vos bibliothèques. Donc, on est écouté un peu partout. Il y a des bibliothèques partout. Et un service intéressant que les gens ignorent, si vous cherchez un livre en particulier qui n'est pas dans votre bibliothèque, il y a un espèce de réseau et on peut commander le livre pour vous et on vous dit quand ça arrive. Donc, c'est une richesse et une ressource qui n'est pas assez utilisée au Québec, nos fameuses bibliothèques. J'ai la chance d'être bénévole à cet endroit et moi, je trouve que les livres, c'est un univers. On peut voyager, c'est quelque chose d'incroyable. Pour ici en Gaspésie, ça se trouve être le réseau BiblioGym. Exactement. Donc, il y a vraiment beaucoup. Non seulement il y a beaucoup de livres, mais ce que les gens ignorent aussi, c'est qu'il y a 2 rotations dans l'année où une bonne partie quand même des livres sont renvoyés dans le réseau et on en reçoit autant. Donc, c'est intéressant. Venez voir, il y a toujours du nouveau. Et je le dis tout de suite parce qu'il y a des gens, la lecture, ça les intéresse vraiment pas. J'ai essayé d'axer le sujet. C'est pas seulement les livres, ça va toucher aussi un peu le cinéma. Ça va être assez général. Donc, même si vous n'aimez pas lire, il va y avoir des choses assez intéressantes à apprendre aujourd'hui. D'ailleurs, on va commencer tout de suite parce qu'il y a du stock pour cette capsule aujourd'hui. Donc, tu veux nous parler de l'espérance de vie et de la santé. Je vais commencer par quelque chose de positif. On a fait une étude et on a réalisé que les gens qui lisent régulièrement, donc 3,5 heures par semaine, c'était l'étude, vivent en moyenne 2 ans de plus que ceux qui ne lisent pas, quand même. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et si on va dans le même, on voit justement à l'écran une image, et justement dans le même domaine, un peu de la santé, on va aller au niveau des démences. Selon une autre étude, les personnes qui lisent encore une fois régulièrement ont 30% moins de chances d'avoir des pertes de mémoire, de souffrir de certaines démences, de la maladie d'Alzheimer. Donc, on va voir avec l'image suivante. C'est quelque chose qu'on peut faire, un passe-temps qu'on peut faire à tout âge. Et peu importe la condition, même malade, alité, ben on peut prendre un livre. Donc, c'est excellent pour la santé. C'est bon à savoir. D'ailleurs, le livre Les 100, j'ai été l'acheter justement pour la convalescence, on pourrait dire, après mon opération, là. Donc, qu'on a parlé tout à l'heure, là. Ben, excellent truc. Parce lui, j'ai été le chercher, par exemple, au Village des Valeurs, là. Fait que, des livres usagés, c'est toujours aussi bon que... Un autre truc aussi sur Internet, on a accès à des livres usagés, on a accès à plein de librairies. Moi quand j'achète des livres, c'est aussi souvent c'est usagé parce que bon, je me dis le livre continue de voyager, je le vois comme ça. Et on a aussi les espèces de petites boîtes pour les livres qu'il y a dans beaucoup de villes au Québec. C'est intéressant d'aller voir aussi à ce niveau-là. On continue avec le sens de l'écriture. C'est quelque chose que je m'étais jamais arrêtée à réfléchir, mais après, j'ai regardé ma bibliothèque et effectivement, les titres sont pas tous dans le même sens. Donc, à gauche, il y a le titre à la française et à droite, on voit le titre à l'américaine.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous voyez, en France, le titre est écrit de bas en haut. C'est plus facile à lire au niveau d'une étagère. Et à l'américaine, c'est de haut en bas. Il va être plus facile à lire si on le pose sur une table. C'est drôle, hein, bien évidemment, c'est une généralité, là. C'est pas tous les livres qui sont comme ça, mais j'ai regardé dans ma bibliothèque et effectivement, mes livres anglais, la majorité, étaient dans ce sens-là, et ceux qui venaient de France, de l'autre sens. On pourrait rajouter là-dedans, bon, sens de l'écriture, sens de lecture aussi. Je crois que c'est au Japon que la lecture se fait de droite à gauche, au lieu de gauche à droite comme nous autres. En tout cas, il y a des affaires qui sont particulières. C'est toute une maîtrise. Je connais des gens qui essaient d'apprendre le japonais et vraiment, je lève mon chapeau parce que j'ai de la misère, moi, juste avec une deuxième langue. Alors, des fois, c'est un autre monde. Ensuite, on se dirige du côté de la santé. Vous allez vous demander, c'est quoi le rapport? Je m'en viens avec ça. Donc, on parle de sclérose latérale amyotrophique. On voit à l'écran Lou Gehrig. Peut-être que des gens, ça leur dit quelque chose. La fameuse maladie de Lou Gehrig, c'est la même chose que la sclérose latérale amyotrophique. Ou la maladie de Charcot, c'est encore une fois la même chose. C'est le nom d'un neurologue. Donc, on voit Lou Gehrig qui était un joueur si je ne me trompe pas, des Yankees. Je connais pas le baseball. Donc, les Yankees de New York, qui a souffert malheureusement de cette maladie à un jeune âge et a dû abandonner le baseball. Donc, je m'en viens où avec ça au niveau de la lecture? C'est qu'il y a des gens qui souffrent de cette maladie qui repoussent les limites, qui écrivent quand même des livres. Donc, la maladie, c'est une maladie neurodégénérative et les muscles finissent par paralyser. Et vous allez voir à l'écran Monsieur Damien Perrier. C'est hallucinant de voir ce que des gens arrivent à faire. Donc, il souffre de cette maladie. C'est un docteur en physique. Il a écrit 3 livres avec ses yeux. Et on disait que c'était 297 000 clignements des yeux. C'est incroyable. Vous voyez un petit peu son système à l'écran. Donc, il pointe en quelque sorte les lettres qu'il désire choisir. Et imaginez la patience d'écrire 3 livres. Surtout de cette façon-là, d'aller chercher chaque lettre. La volonté Puis lui, ben, il voulait un peu laisser un legs à... je pense qu'il a une fille, raconter un petit peu son histoire. C'est fait avec humour. Moi, je suis toujours impressionnée de voir des gens qui souffrent de maladies comme ça dépasser leurs limites. Et donc, il y a des systèmes maintenant adaptés pour les personnes souffrant de cette terrible maladie. Donc, voilà, c'est possible d'écrire un livre, mais ça demande toute une volonté. Problème Tiffany, c'est quoi ça? Ça, j'ai tombé là-dessus par hasard en lisant un magazine d'histoire et ça m'a fascinée. C'est que il y a des choses dans la vie qui nous semblent totalement irréalistes. Si, par exemple, on pense à une histoire qui se passe au Moyen Âge, on s'attend à certaines choses, à certains noms. Donc, si, par exemple, on met dans un livre du Moyen Âge le nom Tiffany, ça va faire sursauter. Cependant, c'est un nom qui existait à l'époque. Ça vient de Théophania. Le nom Beverly, qui est un nom très courant, américain, est aussi un nom de l'époque. Le problème, Tiffany, c'est que c'est tellement des noms associés à l'époque moderne qu'on ne peut pas les mettre dans un roman du Moyen Âge. On pourrait à la limite, mais les gens vont décrocher du personnage. Tu vois une Beverly arriver dans un château, on dirait qu'on n'adhère pas à ça. C'est le fameux problème Tiffany, c'est des éléments d'une histoire qu'on ne peut pas adhérer, même si pourtant ils sont véridiques. Je vais vous donner un autre exemple qui existe au niveau du cinéma, dans le film Gladiateur. Le scénario original, on voulait ajouter le fait qu'à l'époque des gladiateurs, on va voir voilà l'image suivante, les gladiateurs endossaient des produits. Comme aujourd'hui, comme les athlètes là, qui vont représenter une marque de bâton de hockey, ils endossaient, par exemple, de l'huile d'olive ou certains chars. Et c'est véridique, c'est historique, mais on l'a rayé du scénario du film Gladiateur parce qu'on s'est dit, les gens ne croiront jamais à ça. Ils vont dire, tiens, ils essayent de faire un placement de produit. Mais c'est vrai, pourtant. Donc, un autre exemple du problème Tiffany, c'est que parfois, on peut pas mettre un élément qui est historique parce que les gens n'y croiront pas.
Donc, les affiches de gladiateurs, souvent, on indiquait sponsorisé, je cherche le mot français, par telle marque d'huile d'olive. Même eux autres, à cette époque-là, en faisaient Oui. du placement. Là. Donc, ça fait longtemps que le marketing existe. Ouais. Ensuite, on se transporte au niveau, bon, tout le monde connaît Sherlock Holmes, si vous ne connaissez pas au niveau des livres, au niveau des films. Le premier livre, c'est en 1887 par Sir Arthur Conan Doyle. Et où on s'en va avec ça, c'est que ça a eu un impact pas seulement au niveau des lecteurs, ça a révolutionné le domaine policier. C'est quelque chose que j'ai appris. Quand tu parles du domaine policier, est-ce que c'est vraiment... je veux dire, c'est pas les livres, là, c'est vraiment la façon que les policiers auraient à travailler? Oui, en fait, la façon que c'était tellement méticuleux, la façon de travailler du héros Sherlock Holmes, que les policiers, les services de police ont commencé à s'en inspirer. En France, en Grande-Bretagne. Et on donnait en exemple M. Edmond Locard. C'est celui qui a inventé la police scientifique. Beaucoup pensent que ça vient des États-Unis, mais c'est un Français, en 1910, à Lyon. Et lui, il s'est vraiment inspiré de Sherlock Holmes. On va voir l'image suivante de M. Locard. Donc, lui, s'est vraiment inspiré de Sherlock Holmes, de toutes ses méthodes. C'est intéressant de voir à quel point il y a des auteurs qui vont tellement faire de recherche ou avoir des idées créatives que ça peut carrément inspirer le monde qui nous entoure. Il était avant-gardiste, l'auteur de Sherlock Holmes. Effectivement, effectivement. Là, tu veux nous emmener dans un autre personnage, celui de James Bond. Alors, un autre personnage qui est très, très connu par le cinéma et les livres. Donc, mais un fait qui est peut-être moins connu, c'est qu'il y a un vrai James Bond. Le nom est inspiré de quelqu'un. C'était un ornithologue. Rien à voir. Oui, rien à voir. Donc, Ian Fleming, celui qui a écrit James Bond, était un passionné d'ornithologie et il avait un ami qui s'appelait James Bond. Et on va voir l'image suivante. Ça aussi, on apprend beaucoup. Quand je fais les recherches, j'apprends beaucoup de choses, donc j'ignorais totalement. C'est le fameux James Bond, le véritable à l'origine, qui a inspiré le héros des films et des livres. Ce qui s'en vient, ça doit être vraiment particulier à lire, ou peut-être même dur à lire. Tu appelles ça l'hypogramme. Oui, ben honnêtement, là, ça me donne vraiment envie d'aller lire ce livre. Un hypogramme, c'est un texte où une lettre est bannie. C'est volontaire. L'auteur décide, OK, je vais essayer d'écrire sans telle lettre. Donc, dans le roman La disparition de Georges Perec de 1969, ça ne contient pas la lettre E. Et c'est tout un exploit parce qu'on le sait, dans la langue française, c'est la lettre la plus utilisée. Donc, de faire un livre, et on parle d'environ 300 pages, 78 000 mots, et il n'y a jamais la lettre E. Vous voyez sur le concept de la couverture, hein, la disparition, on voit la lettre. Et semble-t-il que c'est une expérience de lecture. C'est pas comme lire un livre conventionnel. On ressent le fait qu'il n'y a pas la lettre E. Donc, juste pour ça, je pense que je vais essayer de le lire parce que ça semble très particulier. Quoique, j'imagine, c'est tout le temps la recherche de mots qui va remplacer un autre qui contient justement cette lettre. Ça demande tout un vocabulaire. C'est ça que je me disais parce que c'est quelque chose là, de... Puis il faut quand même que le texte soit fluide, tu sais. Il faut quand même trouver des mots de remplacement qui sont intéressants pour le lecteur. Puis il faut raconter une histoire intéressante. Donc, ça pique vraiment beaucoup ma curiosité. Là, on s'en va dans un autre style de lecture, celui-ci en braille. Effectivement. Ah tiens, oui, j'oubliais. Donc, on a honoré M. Georges Perec et ça m'a fait beaucoup rire. Donc, à Paris, on a des écriteaux comme ça. Et on a enlevé les... j'ai trouvé ça génial comme concept. Donc, un bel hommage. C'est pas pire, par exemple, parce que quand il manque des lettres, puis que l'essentiel est là, on est capable quand même, ça pourrait peut-être faire partie d'une autre émission, là, parce ça retournera encore dans le cerveau, mais on est capable de lire quand même quand il manque des lettres, quand l'essentiel est là. Effectivement, il y a un exercice qui circule sur les réseaux sociaux, on vous donne un texte, il manque plein de lettres, et on arrive quand même à le lire, parce que le cerveau, oui, ça serait intéressant. Oui, celle que tu parles, ça doit être celle où est-ce que tu as la première puis la dernière lettre
de chaque mot. Le reste, c'est tous des chiffres. Et on comprend quand même. Ouais. Donc, le cerveau comble les vides. Ce serait intéressant aussi de faire une capsule pour expliquer un peu le concept. Donc, le braille, on était dessus. Donc, au niveau du braille, le braille est né en France en 1809. Donc, Louis Braille, qui est devenu aveugle à 3 ans, il a inventé le fameux braille. Et moi, ce que je me demandais, est-ce que c'est difficile à maîtriser? Et on explique que ça prend environ 2 ans, quand même, pour maîtriser la lecture, l'écriture en braille. Et c'est vraiment intéressant que ce système existe pour permettre aux gens de lire. Il y a aussi des livres qui existent au niveau... Ben avant, c'était des cassettes audio, maintenant, c'est des CD. Donc, il y a beaucoup de possibilités de lecture qui s'offrent aux gens, même s'ils souffrent de certains handicaps. Donc, je trouve ça très, très intéressant. J'ai connu quelqu'un dans mes cours au cégep, il y avait... lui, je pense que sa vision était juste à 10 %, quelque chose comme ça. Puis son ordinateur, tu avais une ligne dans le haut, au-dessus du clavier, c'était du braille. Oh, intéressant! Il pouvait lire un document sur l'ordinateur, puis là, il y avait le braille. Un système vraiment adapté. Ah, mais ouais. C'est intéressant. C'est bien là, qu'on sorte de plus en plus d'outils pour aider les gens là, à pouvoir lire, regarder des films aussi. Maintenant, on offre un contenu audio pour les gens qui ont des difficultés à voir. Donc, c'est intéressant que c'est offert. Maintenant, on revient loin en arrière pour le premier livre imprimé. Effectivement, donc là, on recule. Hein, on est environ en 868 en Chine. Le Sutra du diamant, c'est un livre bouddhiste. Donc, c'était l'ancêtre des techniques d'impression. Parce que moi, honnêtement, je pensais que le premier livre, c'était vraiment, on entend toujours Gutenberg, qui a fait la première impression, c'est un Allemand. Donc, c'est au niveau de l'Europe, le premier livre imprimé. Et on va voir l'image suivante un peu de quoi ça avait l'air, le système. Donc, vers 1455, le premier livre imprimé de masse, ça a été la Bible. On parle à l'époque de 180 copies. C'était beaucoup pour l'époque. Vu la façon aussi de le faire, l'impression. C'est rudimentaire, hein, c'est ça. C'est quand même beaucoup. Et je me suis demandé, est-ce qu'il existe encore des copies de cette Bible de Gutenberg? Et oui. Donc, sur les 180 copies, il en existe environ 49. Et là-dessus, il y a 23 copies complètes. Vous allez voir une de ces copies à l'écran. Donc, évidemment, elles sont dans des musées. C'est impressionnant de voir tout le travail qui a été fait pour faire ces livres à l'époque avec des moyens quand même assez rudimentaires. Maintenant, je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Tu veux nous amener l'odeur des vieux livres. Aimer l'odeur des vieux livres. Je ne savais pas qu'il y avait un mot pour ça. Oui, la bibliosmie. Moi aussi, j'ai appris le mot. Donc, souvent, on a des vieux livres, on va avoir le réflexe de sentir les livres. Donc, il y a même un mot qui existe pour ça, c'est le fait d'aimer l'odeur, comme tu dis, des vieux livres, la bibliosmie. Et ensuite, on va aller au niveau d'une phobie, un autre nouveau mot, abibliophobie. Voilà, abibliophobie. Voilà, c'est pas facile à dire. C'est le fait la phobie de manquer de lecture. Et ça va faire rire des gens parce que, évidemment, pour les gens qui aiment lire, on a à peu près 5 livres de déjà commencés à la maison, puis on achète d'autres en librairie ou sur Internet, ou on va à la bibliothèque en chercher d'autres. Donc, c'est une phobie d'avoir peur de manquer de lecture. Vous allez voir une image, je cherchais une image pour représenter, j'ai dit je vais trouver une bibliothèque. Et ça, c'est une pièce de rêve. Hein? Vous voyez la quantité de livres. Donc, pour beaucoup de gens qui adorent lire, on dirait que c'est une phobie de manquer à un moment donné de lecture. Donc, tous les gens que je connais qui adorent la lecture, on a toujours pas mal de livres en réserve, au cas où. Tant qu'à rester dans les livres, tu veux nous parler des plus grandes phrases, puis je vois la quantité de mots, là. Je pense que ça doit être dur pour le cerveau essayer d'enchaîner toute cette information-là. Effectivement, ça doit à un moment donné, on va commencer avec Les Misérables de Victor Hugo. Donc, dans ce livre, il y a une phrase qui fait 823 mots. Donc, c'est à l'école, on a toujours appris à faire des phrases relativement courtes pour permettre aux lecteurs de respirer.
Donc, Victor Hugo, ça ne tentait pas. Ça ne tentait pas. Donc, c'est pas toujours une règle. Voilà, 823 mots. Et il y a pire, on va aller au niveau de Marcel Proust. À la recherche du temps perdu, il y a une phrase qui fait 856 mots. Et j'ai essayé de la lire. Et c'est particulier parce qu'effectivement, on a l'impression un peu de manquer de souffle. Toute la ponctuation fait du sens, les virgules, les points-virgules, mais c'est un exercice de lecture, on va le dire comme ça. Au moins, les virgules sont là pour te permettre de faire une pause. Oui, il y a quand même beaucoup de ponctuation pour aider le lecteur. Je ne sais pas si y en a un qui doit figurer. Ben, je ne sais pas s'il figure là-dedans, là, mais José Saramago, c'en est un, ça, qui... il y a beaucoup de virgules, il n'y a pas de guillemets quand il y a du dialogue. Si tu fais pas attention, tu te demandes qui c'est qui parle là-dedans quand il y a des dialogues. Puis il n'y a pas de paragraphe non plus. C'est ça. Pour te retrouver ici, il faut que tu fasses une pause dans la lecture. Les auteurs ont leur style, donc les gens qui sont plus à l'aise avec les textes aérés, peut-être, vont aller plus vers un auteur que, les dialogues, c'est très clair et tout ça. Mais par contre, il y a des gens, ils vont justement aimer ça, le fait là, que c'est pas trop aéré, tout est ensemble. Donc, c'est intéressant de voir les styles. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Ensuite. Donc, on se dirige vers les publications de livres. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la bibliothèque de Stockholm. C'est de toute beauté. Moi, les bibliothèques, ça me fascine. Combien de livres sont publiés à chaque année? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est vraiment de plus en plus facile. On peut même s'auto-publier. Donc, c'est entre 500 000 et 1 million de livres par année à travers le monde. Ouais, il faut trouver le monde pour lire ça. Oui, et si on calcule les livres autopubliés, on parle de 4 millions. Parce que maintenant, là, n'importe qui peut autopublier un livre sur Internet. On vous aide pour la couverture, on vous donne des modèles et on vous lit votre livre chez vous. Donc, c'est très, très facile maintenant de s'autopublier, où on peut décider qu'on vend seulement son livre en format numérique, pas de format papier. Ben c'est ça, parce qu'à cette heure, il y a beaucoup les livres électroniques. J'en ai une d'ailleurs, une liseuse, puis tu as tous tes livres là-dedans, tu les lis quand ça te tente. Fait qu'au lieu d'avoir une énorme bibliothèque, ben tu as juste un genre tablette qui regroupe tout. Quoique c'est sûr que c'est plus intéressant, en tout cas, j'imagine pour je ne sais pas comment on l'appellerait, là, mais la personne qui aime lire des livres, le puriste, on pourrait dire, là, c'est d'avoir une collection visible. Ben en fait, oui, parce que, tu sais, honnêtement, j'ai acheté plusieurs livres que je n'ai pas relus, mais c'est une collection, c'est beau. Des fois, juste les prendre dans nos mains. Les liseurs, c'est super intéressant, par exemple, pour les gens qui voyagent beaucoup, tu n'as pas à traîner tous les livres. Les gens, par exemple, quelqu'un qui s'en va à l'hôpital, tu sais, ça simplifie beaucoup la vie au niveau de l'environnement. Moi, j'avoue que le cachet des livres, je suis encore, moi, au CD. Hein, j'ai de la misère à m'habituer au Spotify, etc. Moi, j'ai besoin du CD, même un vinyle. J'ai même pas de table tournante et j'ai des vinyles parce que c'est beau, c'est une œuvre d'art. Donc, un livre, pour moi, c'est aussi une œuvre d'art. Donc, j'ai un petit cachet, là. Fait que tu as des disques juste pour pouvoir les regarder. Juste parce qu'ils sont beaux, parce que j'ai même pas de table tournante. Il va falloir que tu t'en achètes. Oui, j'ai même des cassettes audio. J'ai plus de lecteur de cassettes, mais c'est parce que ça me rappelle les années 80. Je n'ai gardé quelques-unes, puis c'est un côté, c'est un petit cachet. C'est des souvenirs, finalement. Maintenant, pour terminer, on va y aller sur l'écriture des romans. Oui, pour ceux qui se demandent, ça prend combien de temps écrire un roman? Évidemment, ça dépend. T'as des gens qui écrivent un roman en 1 mois. J'ai lu qu'il y a des auteurs très prolifiques, en 1 mois, ils vont faire un roman. Et c'est pas la norme. En général, c'est de 9 à 12 mois. Pour un livre de 300 pages, on parle de 75 000 à 90 000 mots. Et si vous faites quelque chose qui demande un peu de recherche, vous pouvez doubler le temps facilement. Évidemment, il y a des auteurs qui sont plus habitués, peuvent le faire en 6 mois, s'il n'y a pas trop de recherche. Donc, ça donne quand même une idée, mais il y a des gens qui ont mis 10 ans sur un livre. Parce que c'est pas une course, évidemment. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, un livre.
Et je me suis pas mis de limite de temps, si à temps perdu, si ça prend 10 heures. J'ai même pas décidé si j'allais le publier un jour. Je vais voir si c'est bon au fil du temps. Mais c'est un projet qui peut être intéressant pour les gens. Même si vous décidez que vous ne le faites pas lire à personne, ça peut être un projet de retraite, un projet de convalescence, un projet, vous vivez une épreuve difficile, c'est quelque chose qui permet de s'évader. Il n'y a pas de limite. Donc, je trouve ça intéressant, là. Alors, j'espère que ça a donné le goût aux gens, peut-être, de lire, d'essayer, parce qu'évidemment, on a tous lu, la plupart des gens, on a lu dans notre vie, quand on allait à l'école, etc. Et beaucoup de gens, après l'école, ont mis ça de côté, un peu une écœurantite, si on veut. Mais c'est peut-être juste parce que vous n'avez pas trouvé votre style littéraire. Donc, ça vaut la peine d'explorer les bandes dessinées, etc. Il y en a pour tous les goûts. Les mangas, c'est quelque chose qui est très populaire aussi. Donc, c'est intéressant d'aller voir votre style préféré. Eh bien, c'est ce qui termine cette capsule. Quoique ça la termine aujourd'hui, mais on n'en a pas fini avec cet univers-là. On va se revoir pour une autre capsule, toujours avec l'univers des livres. Exactement. Il y avait tellement de matière, je me suis dit, OK, je vais séparer ça un peu. Donc oui, il va y avoir une autre capsule sur le sujet. À la prochaine! À la prochaine!